Parfait. Eh bien, écoutez, je passe la main immédiatement à Manon Lutz. Donc, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je m'appelle Manon Lutz. Je suis étudiante en M1 Marketing Communication 360 et je suis aussi Innov-Angel au sein de l'école, de la filière Marketing Communication. J'ai organisé cette conférence avec toute l'aide de la direction Paris Innov Campus ainsi que l'équipe pédagogique et en collaboration avec l'agence Influence Up qui est basée à Marseille avec aujourd'hui Anthony Ed qui est là pour représenter l'agence, qui est le cofondateur de cette agence de communication. Aujourd'hui, donc, il va nous aider. Enfin, c'est surtout pour ça que j'ai fait appel à lui parce qu'il va répondre à une problématique qui m'a semblé très importante. Aujourd'hui, on est dans un monde où tous les jours, il y a plus d'une centaine d'entreprises qui voient le jour. Donc aujourd'hui, on est tous, je pense, des grands créatifs et des futurs entrepreneurs avec des projets en tête. Il y en a pas mal même qui ont déjà lancé des projets et Anthony va nous aider à répondre à des questions qu'on se pose, surtout par rapport à notre âge et notre position en tant qu'élève, parce qu'Anthony était à notre place il y a encore très peu de temps. Ouais. Donc je vais lui laisser la parole et bonne conférence à tous. Merci. Donc, déjà, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien, particulièrement dans cette situation qui est vraiment délicate, on va dire. J'aurais d'ailleurs été ravi d'être, je pense, physiquement avec vous. Ça aurait été une belle expérience, mais bon, on s'adapte. Et d'ailleurs, c'est le lot de chaque entrepreneur de devoir un peu s'adapter. Donc, merci pour cette invitation. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vraiment un honneur déjà de pouvoir parler avec vous aujourd'hui sur un sujet qui me tient à cœur, encore plus que sur le fait que je sois le premier par rapport à cette catégorie, on va dire. Donc, c'est vrai que c'est super important. Et merci enfin à tous les étudiants qui sont présents de venir pouvoir échanger ensemble. Et voilà, tous ces étudiants qui seront, je l'espère, des futurs entrepreneurs ou qui le sont déjà d'ailleurs. On va pouvoir donc échanger pendant ce moment sur la question de l'entrepreneuriat et plus précisément, est-ce qu'il y a un âge pour entreprendre? Donc l'entrepreneuriat en tant que peut-être qu'étudiant, jeune diplômé notamment. Pour ce faire, je vais déjà un peu me présenter, parler de mon expérience en tant qu'ancien étudiant et du coup jeune entrepreneur. Et un peu, du coup, vous raconter ma vie par rapport à tout ça, ce qui permettra de mettre en perspective ce sujet et peut-être pour vous vraiment de vous projeter, de voir en fait que tout simplement, comme le disait Manon juste avant, j'étais à votre place il y a de cela quelques années et c'est vraiment récent pour le coup et je vais un peu parler de tout ça. Avant tout, peut-être aussi en introduction, j'aimerais souligner que on dit un peu qu'entreprendre, c'est en premier lieu un état d'esprit. Je pense et ça c'est vraiment un avis personnel, on ne devient pas entrepreneur du jour au lendemain. Ça peut arriver, mais généralement on ne devient pas comme ça. C'est un projet qui demande beaucoup de réflexion, on va le voir juste après, mais surtout qui anime, je pense, une passion. Et ça c'est quelque chose de fort, le côté passionnel de la chose. Or, je pense que ça, tout le monde peut être d'accord avec moi. Il n'y a pas forcément d'âge pour avoir une passion. Donc, est-ce qu'il y aurait un âge pour entreprendre? De plus, peut-être une petite stat avant de commencer. On sait qu'aujourd'hui, près d'un Français sur trois envisage de créer ou de reprendre une entreprise. Cette statistique, elle n'est pas anodine. C'est clairement en nette avancée par rapport à il y a quelques années. Et je pense qu'il y a de plus en plus une libération de cette envie de se dire, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie d'innover, j'ai envie d'être mon propre patron, j'ai envie de faire quelque chose que j'aime. Et le fait qu'aujourd'hui, près d'un Français sur trois, c'est quand même énorme, envisage cela, c'est particulièrement révélateur de cette dynamique qu'il y a, que ce soit en France ou même un peu en général partout dans le monde. Donc, avant toute chose, avant de bien me présenter,
j'aimerais quand même ici j'aimerais que vous vous posiez une question. Suis-je prêt à cette aventure? Et d'ailleurs, si il y a déjà des étudiants, et c'est pour ça il faut que ça soit un échange aussi, qui sont déjà prêts un peu à cette aventure, au fait d'entreprendre, j'aimerais que vous leviez la main sur l'onglet, sur Teams, si possible. Comme ça, moi, j'ai un peu une ordre d'idée, on va dire, du nombre de personnes ici présentes qui se sentent prêts à devenir entrepreneurs. Donc, on a déjà pas mal de personnes qui lèvent la main, donc c'est intéressant. Ce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne se sentent peut-être pas prêts, bah, c'est tout à fait normal. Il est très rare en fait de se sentir totalement prêt pour une aventure comme celle-ci. C'est tout à fait normal. Donc voilà un peu en introduction, peut-être pour présenter tout ça. Donc rapidement, moi comme le disait Manon, je m'appelle Anthony Ed, j'ai 25 ans. Je suis né à Paris, mais je vis à Marseille depuis maintenant 10 ans, ce qui me vaut d'ailleurs pas mal de conflits PSG-OM avec mes amis. Et du coup, après le lycée, bah, en fait, je pensais m'orienter vers les métiers de la communication. C'est quelque chose voilà, qui me plaît depuis un moment. C'est vrai que quand j'étais lycéen, j'ai analysé beaucoup les pubs, le fait de voir comment une marque essaye de nous attirer. C'est quelque chose qui m'intéressait. Donc, je suis parti faire mes études au sein de l'école de commerce Kedge Business School, qui est donc ici à Marseille. Et bah, en fait, c'était une période vraiment incroyable. Je ne sais pas si vous pensez la même chose que moi, mais personnellement, les études supérieures, c'était quelque chose d'incroyable de mon point de vue. J'ai beaucoup apprécié tout ce temps-là, que ce soit par rapport aux études et par rapport à tout ce qu'il y a à côté. Et c'est une période fondamentale parce que on explore beaucoup de choses. Donc, je pense que vous le savez bien, c'est peut-être aussi votre cas, nous, en école de commerce, par rapport à ça, on a eu énormément de cours différents. On nous apprenait du droit, du marketing, du business. On nous forme en fait tout simplement à énormément de choses. Et la singularité un peu de ces écoles de commerce, bah, c'est l'abondance de stages, je pense, qu'on nous oblige à faire. Donc moi, j'ai fait un Master 2 donc en marketing digital, donc les 5 ans à Kedge Business School. Et sur ces 5 ans, on nous oblige à faire 4 stages. D'accord? Et au début, bah, quand j'ai appris ça, moi, je trouvais que c'était un peu abusé. Je me suis dit, je vais dans une école, bah, c'est pour être à l'école, c'est pour apprendre là-bas. Voilà, mais ça, c'était vraiment mon avis au tout début. Et en fait, avec du recul et avec du coup mon expérience, bah, j'ai compris l'intention qu'il y avait derrière et surtout l'importance capitale que ces stages avaient. Donc, on parlera des conseils un peu plus tard, mais l'un de mes meilleurs conseils, c'est de bien choisir ses stages ou ses alternances. Voilà. Du coup, le premier stage, pour en parler rapidement, c'était le stage qu'on devait faire à l'international. Personnellement, j'ai réalisé un stage dans une agence de communication au Sénégal. Quelque chose de plutôt intéressant où j'ai appris un peu pas mal de choses par rapport à mon métier, pas mal de capacités notamment que j'ai pu voir et du coup développer. Et en fait, l'expérience à l'international, je pense que beaucoup ont déjà peut-être réalisé ces différents stages ou alternances un peu à l'international. Bah, c'est primordial parce que ça permet vraiment de sortir de cette zone de confort qu'on pourrait avoir quand on est chez nous tranquillement, à l'école ou dans un travail à côté. Et ça permet vraiment de nous confronter au monde, si je puis dire. C'est un peu cliché, mais au final, c'est quand même assez véridique. Ça permet voilà, de sortir de cette zone de confort et de se sentir enfin libre, on va dire, et surtout livré un peu à soi-même. Donc ça, si jamais vous avez l'occasion, ça permet aussi de voir différentes cultures, différents langages, si vous n'êtes pas dans un pays francophone. Donc c'était très important. Et donc ça, c'était mon premier stage à l'international. Et ensuite, sur les 3 autres stages qui restaient, j'en ai effectué 2 dans des startups ici à Marseille. Je souligne un peu ce fait d'armes pour ne pas les citer, mondevis.com et Easy Delivery, parce que c'est un point qui est très très important. Comme je le disais, de bien choisir là où vous faites vos différents stages, parce que c'est là où peut-être
vous allez vous épanouir et comprendre en fait vers quel type d'entreprise ou du coup vous souhaitez aller, ou sinon si vous souhaitez entreprendre. Personnellement, ces stages dans des startups, c'est là où j'ai pu m'épanouir vraiment professionnellement. Je pense avec le recul que c'est ici en fait que ma passion pour l'entrepreneuriat, parce que c'est une passion, elle est née. Et côtoyer des jeunes entrepreneurs qui du coup avaient 25-30 ans pour mon cas personnel, c'était quelque chose de très inspirant. La communication, et ça il faut bien prendre en compte, la communication en fait entre un entrepreneur et un stagiaire, ou un employé ou un alternant, peu importe, elle est beaucoup plus intense pour plusieurs raisons. Mais la première, c'est que forcément, l'entrepreneur est souvent tout seul ou c'est dans une petite équipe par 2, 3, 4, 5. Donc, on a vraiment quelque chose de très fort. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Nous, en tant qu'étudiants aussi, on a de l'énergie, pas mal de choses dont on nous a formés. On a beaucoup de choses aussi à donner, du coup. Et s'établit une vraie relation de confiance. Alors que dans certaines grandes entreprises, peut-être que vous ne pouvez pas avoir ça, que vous êtes simplement le petit stagiaire du coin, vous êtes dans un groupe de stagiaires avec des maîtres de stage qui s'occupent un peu de vous, mais au final, vous n'avez pas forcément une importance capitale, on va dire, dans l'entreprise. Alors que pour le coup, avec des jeunes entrepreneurs, des startups, ils ont besoin de nous. Et quand je dis nous, je parle bien sûr des stagiaires, des alternants. Et nous, on a besoin d'eux aussi. Donc du coup, il y a une sorte de relation qui se crée, qui est vraiment forte. Moi, personnellement, j'avais une vraie relation avec mes maîtres de stage. Et l'un d'eux, d'ailleurs, étant aujourd'hui un client de mon agence. Et du coup, si jamais vous avez l'occasion de faire ces stages, ces alternances dans les startups, n'hésitez pas. Bon, bien sûr, il y a beaucoup d'autres données, mais c'est une expérience qui est forte et qui permet vraiment de sentir que l'entrepreneuriat, ce n'est pas que pour les autres. Parce que ces expériences dans ces startups, quand vous êtes jeunes étudiants, ça vous ouvre un peu le champ des possibles. C'est, selon moi, un fabuleux exemple de réussite. Je pense que moi, personnellement, c'était mon cas. Quand je voyais mes maîtres de stage, je me disais, mais en fait, pourquoi pas moi ? Je voyais ces personnes qui avaient réussi et qui continuaient à innover, qui continuaient à travailler fort et qui avaient des idées, qui avaient une envie spécifique. Et je me disais, en fait, cette personne, elle a quoi ? Elle a 8 ans de plus que moi, on a fait à peu près le même parcours, moi, je pourrais très bien faire ça. Et du coup, c'est de super exemples qui permettent de vous dire que oui, c'est possible, je peux entreprendre. Enfin, pour finir un peu sur le côté présentation et notamment sur les stages, j'ai effectué mon dernier stage à la ville de Marseille en tant que community manager. Donc, on gérait les réseaux sociaux de la ville. Quelque chose qui fut très formateur pour de nombreuses choses, notamment sur la gestion de crise. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais peut-être que vous étiez au courant à l'époque. Il y a eu des effondrements il y a maintenant 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, rue d'Aubagne, donc qui est une rue de centre-ville en fait à Marseille, où il y a eu un drame et un des immeubles en fait appartenait à la municipalité. Et du coup, nous, de notre côté, sur la gestion des réseaux sociaux, en fait, on avait tout un programme où on planifiait, notamment pour la période de Noël, avec beaucoup de jeux, un contenu très sympathique et engageant. Et du coup, on est passé du jour au lendemain, c'était d'ailleurs sur mes deux dernières semaines de stage, on est passé du jour au lendemain en gestion de crise totale. J'ai d'ailleurs suivi Julien Ruas, qui était à l'époque adjoint à la prévention des risques à la ville, pendant plusieurs jours, donc de 6h à 23h, pour retranscrire en fait sur les réseaux sociaux l'action de la ville en fait pour les sinistrés. Et je parle de ça parce que souvent vous avez des expériences qui sont à la fois, on va dire, très tristes, mais qui sont très formatrices sur ce domaine. Et par rapport à la ville de Marseille, un stage que j'ai vraiment apprécié, j'ai quand même eu un petit souci par rapport à ça. C'est-à-dire que je me suis vite rendu compte d'une certaine opposition entre une institution comme la ville de Marseille, d'accord, et des startups. Et l'institution, ça peut très bien être aussi des grandes marques un peu à l'ancienne, on va dire.
cette opposition qui était très forte m'a fait réaliser qu'en fait, moi, je voulais travailler dans des startups où je voulais entreprendre. Pour prendre un exemple très concret, j'avais beaucoup d'idées avec la ville de Marseille. On avait quand même un potentiel fantastique, hein. Et on avait notamment les idées de travailler avec des influenceurs pour promouvoir tout simplement le côté tourisme sur la ville de Marseille. Et nos supérieurs à la ville n'arrêtaient pas de nous dire non, ce n'est pas possible, non, on ne veut pas, parce qu'il y a le côté ce n'est pas possible, mais il y a aussi la volonté. Et en fait, ces supérieurs ne voulaient pas. Moi, c'est vrai qu'à l'époque, ça m'avait surpris parce que je me disais il y avait moyen de faire énormément de choses et surtout de retomber un peu sur ses pattes économiquement parce qu'il y avait un impact en visibilité qui était très très fort. Et en plus, il se trouve que quelques années plus tard, la région a fait ce même type de collaboration avec des influenceurs et notamment avec notre agence, on a travaillé avec la région pour justement promouvoir le territoire. Et cet exemple montre que d'un point de vue vraiment personnel, j'aime cette liberté. Je veux être libre en fait de tenter des choses, d'innover, d'aller plus loin et de ne pas avoir un cadre, on va dire, de ne pas avoir peut-être des supérieurs aussi qui seront là et qui vont me dire en fait, non, c'est pas possible, non, notre direction ne veut pas, non. S'il y a parfois des bonnes raisons à ces refus, attention, hein, malgré tout, moi, cette liberté, elle est chère à mon cœur. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. On va le voir un peu juste après quand je parlerai du côté plus précis par rapport à l'entrepreneuriat. Et du coup, quand j'ai mis un peu en opposition tout ça, je me suis dit, bon, c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me plaît au final et on va le voir un peu juste après. Donc voilà un peu par rapport à mon cursus scolaire. Je parlerai un peu plus tard de mes regrets par rapport à ce que j'ai réalisé aussi à l'école. Et du coup, une fois un peu ce parcours réalisé, donc j'ai été diplômé. Et en fait, je cherchais tout simplement un emploi ici dans la région. Alors j'avais eu plusieurs offres très intéressantes sur Paris notamment, mais une fois diplômé, en fait, je voulais rester dans le sud. Car c'est une région vraiment magnifique. Si jamais vous avez l'occasion, pour ceux qui ne sont jamais venus ici, de venir visiter, il y a des villes comme Marseille, bien sûr, mais La Ciotat, Cassis, Bandol et tant d'autres ici dans la côte, dans le sud-est de la France, avec une qualité de vie qui est vraiment incroyable, hein. Ça, pour le coup, c'est très important pour moi. Et en fait, je me disais, je veux rester ici. Donc, je cherchais un peu à droite à gauche, mais le marché de l'emploi, forcément, c'est de plus en plus compliqué, on va dire, encore plus aujourd'hui avec la situation du Covid. Et du coup, je cherchais à droite à gauche comme ça. Et il se trouve que mon associé, donc François Bonifaci, que je salue par ailleurs, mon associé, je le connais depuis l'époque de Kedge. C'est-à-dire que nous avons fait les 5 ans ensemble. C'est un ami avec qui je discutais régulièrement, avec qui on a effectué pas mal de projets, on va dire, de projets d'école comme vous devez le faire régulièrement. Et en fait, pendant cette formation donc à Kedge Business School, il se trouve qu'on discutait souvent et que plusieurs fois on se disait mais tiens, et si on faisait quelque chose ensemble, François, pourquoi on ne montrait pas une agence de communication? Alors, honnêtement, on s'était dit un peu sur le ton de la plaisanterie. Comme vous pouvez dire à votre ami, tiens, et si c'était une bonne idée, et si on s'achetait un bar, ça serait un kiff incroyable. C'était vraiment sur le ton de la plaisanterie. On se le disait plusieurs fois, voilà. Et il se trouve qu'on n'en a jamais vraiment rediscuté. Et un jour, donc quelques mois après mon diplôme, François est revenu vers moi en me disant, écoute, j'ai quelque chose à te proposer, est-ce que ça te dit de prendre un café? On est parti prendre un café, bon, café qui a duré à peu près 4 heures, 4 heures et demie, pour l'anecdote, et il est venu avec ce projet en me disant, écoute Anto, on parlait de ça pour rigoler, mais en fait, qu'est-ce qui nous retient? Pourquoi on ne le ferait pas? Tu as envie de rester ici, tu as envie d'avoir un travail que tu aimes,
Voilà, il m'a exposé vraiment ce projet-là et je me suis retrouvé dans ce projet par rapport à mes expériences précédentes. Et il se trouve d'ailleurs, pour l'anecdote aussi, que on parlera un peu de l'affluence, mais que François est le compagnon depuis maintenant plus de 2 ans d'une influenceuse donc, qui s'appelle Chloé B, qui a plus de 950 000 abonnés sur Instagram. Et du coup, il avait beaucoup d'accès, notamment sur la côté monde de l'influence. Et c'est aussi pour ça que nous, on est parti dans ce projet, parce qu'il y avait quelque chose d'innovant à réaliser, principalement dans le sud de la France. Mais pour revenir à ça, une fois la proposition de François et une fois cette discussion qui a été terminée, je me suis quand même posé pendant quelques semaines. En fait, j'étais au courant que c'était une opportunité unique. Je le savais. Mais malgré tout, j'avais vraiment besoin de me poser et de me dire, bon, est-ce que je me lance? Parce que c'est un projet où il y a beaucoup de contraintes, beaucoup d'implications, comme on va le voir juste après. Et en fait, une fois le oui fait, le oui plutôt décidé, on va dire, on est parti dans cette aventure donc d'influenceur. Par rapport à la création de l'entreprise, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que moi, je lui dis oui en avril. D'accord? Au final, on s'est lancé en septembre. Pourquoi cet écart? Parce qu'on voulait quand même se préparer un maximum. Aujourd'hui, quand on a une idée, quand on a envie d'entreprendre, il faut quand même qu'il y ait une préparation pour ne pas se lancer comme ça dans la nature sans rien. De plus, ça n'avait pas forcément de logique derrière de se lancer en juillet, août notamment. Donc, on s'est lancé en septembre. Premier point, on a vécu, forcément, il y a des contraintes administratives. D'accord? Au début, particulièrement en France, c'est vrai que ces contraintes sont un peu fortes, on va dire, hein, bien sûr. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut se faire aider, d'accord, par exemple par la Chambre de commerce qui nous a particulièrement bien aidés. Et pour ceux qui ont vraiment la phobie de ces contraintes, il ne faut pas se dire que c'est impossible parce que je n'y arriverai pas, parce que administrativement c'est compliqué, c'est obscur. Non, il y a beaucoup de renseignements possibles. On peut se faire aider de plein de manières. Il y a même beaucoup d'entreprises d'ailleurs hein, qui, moyennant rémunération forcément, peuvent faire en fait ces démarches de A à Z concrètement. Donc, ces contraintes administratives, au début, peuvent paraître grandes, mais au final, c'est vraiment rien par rapport à ça. Par contre, et j'insiste beaucoup là-dessus, il faut être conscient des risques à prendre. D'accord? Tout n'est pas tout rose quand on veut entreprendre. Ça, c'est la vérité. Plusieurs risques. Le premier, quand on est jeune, et c'est le cas pas forcément que pour des jeunes, mais c'est souvent pour des jeunes entrepreneurs, c'est l'immaturité. Est-ce que je suis assez mature, d'accord, pour lancer quelque chose, pour être mon propre patron? Est-ce que je suis assez mature pour une aventure comme ça? Ensuite, et là c'est vraiment pas facile, et c'est pour ça que je vous demande à chacun d'entre vous, il faut avoir un regard critique envers soi-même. Comme je vous le disais, vous êtes votre propre patron. Il n'y a pas de supérieur hiérarchique qui va vous dire quoi faire. Pas de supérieur hiérarchique qui va vous taper sur les doigts quand il le faut. Vous êtes votre propre patron. Du coup, il y a cette étape vraiment de regard critique qu'il faut avoir envers soi-même. Et c'est pas facile. Moi-même, j'ai parfois du mal un peu à l'avoir, mais c'est primordial. Parce que ce regard critique, il va vous permettre d'aller vraiment plus loin. De vous dire, pour prendre un exemple concret, ça peut être tout bête, mais un post sur les réseaux sociaux, parce que je reprends un exemple de mon métier, cette tournure de phrase, on peut se dire, ah ouais, c'est sympa, c'est juste un post, je le fais vite. Mais non, il faut avoir un regard critique sur tout ce qu'on fait, même quand c'est nous-mêmes qui le faisions. Du coup, c'est super important d'avoir ça. Du coup, pour reprendre l'exemple du post, se relire à chaque fois, se dire qu'est-ce que je pourrais faire de mieux, et ça va dans des sujets aussi beaucoup plus larges hein, que bien sûr un simple post sur Facebook ou Instagram. Ensuite, là c'est un point qui est très très intéressant parce que parfois il y a un peu de fantasme, on va dire, sur ça, sur les contraintes de la création d'entreprise. Il faut
je pense, hein, et être prêt à ne pas se payer au début. C'est un point qui peut être un peu clivant, qui peut en rebuter quelques-uns. Mais moi, personnellement, j'insiste énormément là-dessus quand je parle, que ce soit avec des amis sur le côté entrepreneuriat ou dans des petits webinars, peu importe. Bah, j'insiste parce qu'il faut être conscient de ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants qui ont des prêts à rembourser, donc ce n'est pas forcément facile, qui ont des logements à payer. Bah, c'est une situation qu'il faut bien sûr analyser. Et voilà, il faut être conscient des différents frais aussi que ça va avoir. C'est-à-dire que nous, par exemple, dans les métiers du digital, on a quand même un avantage, c'est qu'on n'a pas énormément de frais. D'accord ? Nous, pour reprendre notre exemple concret, on avait déjà nos ordinateurs, on a juste investi dans dans d'autres téléphones, dans des nouveaux téléphones. En termes de bureau, on a de la chance parce qu'on est hébergé gratuitement par une entreprise qui nous aide beaucoup. Mais il faut être conscient que voilà, peut-être que vous allez devoir investir, peut-être que vous allez devoir prendre des locaux, l'investissement en publicité pour se faire connaître, parce que quand on crée une entreprise, on a envie, on a besoin de se faire connaître. Donc tout ça, en fait, ça doit être prévu. Il doit y avoir un plan. Et ce plan-là, généralement, il inclut le fait de ne pas se payer. D'accord ? Ne pas se payer, bien sûr, au début. Et c'est très important parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas l'Eldorado d'un coup. Ça peut paraître un peu cliché, mais voilà, on ne devient pas du jour au lendemain une entreprise qui brasse des millions et qui va vous rémunérer grandement. Il faut être conscient de cela, mais derrière, il faut se dire que le travail, en fait, va être récompensé quand même derrière. Mais du coup, si on parle de l'implication plus précisément, je pense que je ne vais pas forcément m'étaler là-dessus, mais vous doutez bien qu'en tant qu'entrepreneur, il faut travailler sans compter. Vous n'allez pas vous dire, bon, bah, je fais du 9h, 17h, peu importe, et point barre. Ce n'est pas fixe comme ça. Donc, l'implication, elle n'est pas que financière, elle n'est pas que en investissement de travail, elle est aussi émotionnelle. Ça peut paraître bizarre, peut-être que certains peuvent comprendre, mais moi, j'estime que mon entreprise, c'est mon enfant, c'est mon bébé. Et clairement, je pense sincèrement que je suis dans le vrai quand je dis ça, parce que l'implication émotionnelle que nécessite la création d'une entreprise, elle est incroyable. Et du coup, vous allez tout prendre à cœur, ce qui est parfois très bien, parfois pas facile aussi, que ce soit les réussites, les échecs, beaucoup de choses. Et le fait d'avoir ce bébé entre les mains, bah, ça vous fait grandir, en fait. Ça vous fait grandir, mais du coup, ça implique quand même une responsabilité forte. Et du coup, sur la création de l'entreprise, quand vous prévoyez ça, bah, dites-vous bien que vous allez avoir un enfant. Cette entreprise, c'est votre enfant concrètement. Du coup, ça me permet un peu de faire la transition sur les regrets, un peu les fiertés de mon projet. Forcément, j'ai pas énormément de regrets, on va dire, sur mon projet. J'en ai deux que j'ai vraiment, quand je me suis un peu penché sur la question. Je pense que le premier regret par rapport à mon projet revient un peu sur le côté parcours scolaire. Au début, j'ai pas eu le courage pendant mes études, et j'insiste vraiment sur le mot courage, d'entreprendre et de lancer mon agence. En fait, j'étais dans mon petit confort et bah, au lieu d'y aller à fond, bah, j'y suis pas allé. Quand je discutais avec mon associé, du coup François, on discutait pour plaisanter, bah, mon regret, c'est vraiment de ne pas lui avoir dit, bah, écoute, en fait, on en parle, mais qu'est-ce qui nous empêche d'aller jusqu'au bout, de tester, de faire quelque chose? D'autant plus que dans des écoles comme celle-ci, et je pense que c'est le même cas pour la vôtre, bah, il y a une vraie dynamique. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui veulent entreprendre, qui ont des idées, qui se disent bah, « moi, je veux y aller, je veux affronter, je veux gagner ». Et ça, c'est incroyable parce que cette dynamique, elle prend tout le monde. Et en plus, vous avez des accompagnements. Nous, on avait la Business Nursery. Je pense que dans votre école, vous avez beaucoup d'accompagnements. Et rien que le fait aujourd'hui que vous ayez des conférences sur le sujet de l'entrepreneuriat,
ça veut dire que votre école est là pour vous aider. Ça veut dire qu'elle est là vraiment pour vous soutenir dans ces projets. Alors, ça fait un peu corpo peut-être ce message, on m'a pas dit de le dire au préalable, mais c'est la vérité. Et du coup, je me dis vraiment avec le recul que j'aurais dû foncer avant, que j'avais tout en main en fait pour y aller et que bah, ça aurait pu faire grandir mon expérience, que mon entreprise, elle est tout simplement beaucoup plus, on va dire, elle est beaucoup plus d'expérience, hein, encore une fois, et plus d'ancienneté avec plus de clients et du coup, ça aurait été mieux. Donc voilà, ça c'est le premier regret. Et le deuxième, ça peut paraître un peu surprenant, mais je regrette de ne pas avoir refusé un client. Ça peut vraiment être surprenant, mais il se trouve que c'est un client, alors je ne vais pas le citer, mais qui a été particulièrement désagréable avec nous, qui a été, comment dire sans être vulgaire, qui nous a vraiment pas aidé dans toutes ces missions, d'autant plus pour une rémunération qui était vraiment pas très intéressante. Et on était au début de notre activité et du coup, on ne pouvait pas forcément se permettre de refuser ce client. Mais au final, je me dis qu'on aurait plus gagné à mettre d'autres ressources par exemple, dans de la communication, dans de la prospection, dans beaucoup de choses, plutôt que de travailler en fait pour un client qui ne reconnaissait pas notre travail, qui ne nous rémunérait pas à la juste valeur de ce qu'on faisait et qui tout simplement était complètement désagréable. Donc ça, c'est vraiment deux regrets que j'ai par rapport à ce projet. Sinon, il y a d'autres échecs un peu qu'on a réalisés, mais ce n'est pas forcément des regrets. Je pense que c'est plus une expérience qui nous a permis d'avancer et d'être là où on est aujourd'hui et d'avoir justement quand même pas mal de fierté. Je parlais notamment du fait de ne pas se payer pendant le début du projet. Nous, en fait, quand on a réalisé un peu tout notre plan par rapport à ça, on s'était dit qu'on ne se payerait pas pendant 1 an. Et pour le coup, on ne s'est pas payé pendant 1 an. On n'a pas touché de salaire par rapport à ça. On avait la chance, hein, clairement, parce que c'est une chance, de pouvoir vivre convenablement sans qu'on ait une rémunération. Alors c'est une chance que tout le monde n'a pas malheureusement, mais il faut en être conscient et du coup travailler encore plus dur pour justement mériter cette chance et aller jusqu'au bout. Et au final, en fait, à la fin de cette année, donc notre première année, on a soufflé nos premières bougies du coup en septembre de cette année. On s'est retrouvé en fait avec une situation où on pouvait malgré tout prendre un petit peu de dividendes, hein, c'est vraiment pas des grosses sommes, mais prendre un peu de dividendes et surtout réinvestir quand même dans la société. Donc pour nous, c'était vraiment une fierté de se dire que, et ça on en reparlera aussi par rapport au Covid, mais on a survécu surtout au premier confinement, on est allé de l'avant et aujourd'hui on est dans la capacité de se récompenser même un petit peu, c'est vraiment pas des sommes énormes, mais c'est un petit peu de se récompenser tout en réinvestissant dans la communication, dans d'autres choses aussi par rapport à notre société. Et du coup, c'est vrai que c'est une fierté qui est là pour nous. Ensuite, avoir pris de l'expérience, c'est quelque chose c'est pas forcément une fierté, mais c'est quelque chose dans lequel je suis très content. Et travailler avec des grandes marques, notamment sur de l'affluence, c'est quelque chose de particulièrement intéressant pour nous. Mais si je devais vraiment parler d'un point de vue personnel, hein, là je ne parle pas par rapport au nom de François, moi la plus grande fierté, c'est d'avoir pu faire développer des entités locales. Parce qu'on travaille du coup avec certaines grandes marques, mais la plupart de nos clients, c'est vraiment des marques d'ici, donc de Marseille ou de la région, Aix-en-Provence notamment, qui sont des petites marques ou des jeunes entrepreneurs qui se lancent ou des entreprises qui sont là depuis 10-15 ans mais qui sont encore petites et qui souhaitent justement aller jusqu'au bout. Pour reprendre un exemple concret, vous aurez peut-être l'occasion de le regarder sur Instagram, on travaille nous pour une entité qui s'appelle le Cloître et notamment leur restaurant qui s'appelle les Jardins du Cloître. Et en fait, c'est un restaurant qui est fantastique, qui est ouvert que le midi en semaine,
qui est dirigée par un chef 2 fois étoilé, Michel Portos, qui a vraiment c'est une entité très très engagée socialement et aussi en termes d'écologie avec toute une production bio derrière leur restaurant. Et ils avaient un vrai problème de visibilité parce qu'ils étaient plutôt mal situés et qu'en plus, ils n'avaient pas cette visibilité un peu sur le net notamment. Et une de mes plus grandes fiertés, c'est qu'en 2 mois, on est passé de 40 couverts midi à 85 couverts midi en moyenne. Et surtout, pour des personnes qui en valaient la peine. Des personnes qui avaient un vrai engagement, comme je le disais, qui proposaient quelque chose de qualitatif. Et tous les clients, et ça je vous le garantis, tous les clients qui revenaient là, étaient particulièrement contents de manger ici, que ce soit dans un cadre aussi incroyable et avec une nourriture aussi délicieuse. Et le fait de développer cette entité, de s'associer avec eux et d'aller plus loin dans ce qu'ils voulaient, c'est vraiment pour moi une grande fierté parce que c'est des gens qui le méritent et aujourd'hui on fait découvrir que ce soit des restaurateurs, même si c'est un peu plus compliqué en ce moment, des marques de maillots de bain ou même simplement des entrepreneurs qui se lancent, de les faire découvrir, c'est vraiment très gratifiant. Et moi, c'est, je pense, ce que j'aime le plus dans mon métier aujourd'hui. De se dire que cette personne a une problématique, je vais l'aider dans cette problématique et encore mieux que je vais l'aider, on va avancer ensemble. Et ça, nous, c'est un point, je fais du coup la transition avec le fonctionnement de l'agence, c'est un point qui est primordial. On dit toujours à nos clients qu'on veut avancer avec eux. On n'est pas juste là pour faire une mission, on est là pour avancer avec eux. Voilà. Du coup, peut-être que pour les plus curieux, vous avez pu un peu regarder, stalker, que ce soit sur notre Instagram ou sur notre site internet Influence-Up. Donc, l'agence à ce jour, donc on a différents services, la création de sites internet, donc tout ce qui est création de sites vitrines, e-commerce, etc. Avec toute la partie, bien sûr, référencement naturel notamment, la création de logos, et derrière, quand même, notre vrai cœur de métier, c'est tout ce qui est lié aux réseaux sociaux, que ce soit aujourd'hui le community management, la gestion, la création et la gestion de publicité et aussi du coup le marketing d'influence. Et c'est là en fait où nous, on a réussi, on va dire, ou en tout cas on a souhaité un peu innover, parce qu'il y a énormément d'agences qui se créent. Donc ça, pour le coup, c'est pas forcément innovateur. Mais dans le sud de la France, l'influence n'était pas encore bien développée. On sait qu'il y a beaucoup d'agences d'influence qui étaient sur Paris ou Lille, par exemple, que ce soit des agences d'influence pour la télé-réalité, ce qui, nous, ne nous concerne pas trop, ou plus les influenceurs un peu lifestyle, mode, etc. Et du coup, nous, on avait ce désir de se dire, on propose quelque chose ici, dans le sud de la France, ce qui plaît énormément d'ailleurs aux entreprises qui sont implantées ici, et vous avez accès à beaucoup de choses. Et surtout, on ne s'invente pas expert en marketing d'influence comme ça du jour au lendemain. Et mon associé, qui lui est vraiment l'expert par rapport à ça et qui gère toutes les campagnes, lui-même est un micro-influenceur puisqu'il a 24 000 abonnés et surtout, il travaillait avant avec Chloé B, donc l'influenceuse dont je vous parlais juste avant, sur ses campagnes de marketing d'influence et du coup, on travaille avec elle maintenant au sein de l'agence sur ces campagnes. Et donc du coup, le fait que lui-même soit un micro-influenceur et qui directement vit ce quotidien, ça permet clairement de se dire oui à notre client, oui, nous sommes des experts du marketing d'influence. Si une autre agence vous dit qu'elle est experte, est-ce qu'elle a accès à tout ça? Est-ce qu'elle a cette expérience? Est-ce qu'elle a cette expertise? Donc voilà un peu, on va dire, le constat par rapport à notre agence sur le fait qu'on est un peu innové, on va dire, même si c'est pas, même si c'est pas quelque chose de très très innovant, c'est quand même quelque chose qui nous a différenciés d'autres agences ici dans le sud de la France. Et en fait, pour vous parler par rapport au conseil un peu, dans tout ce qu'on veut entreprendre, il y a tellement de points à prévoir et il faut être prêt à s'adapter à chaque situation. Nous, par exemple, sur le fonctionnement de l'agence à l'époque, quand on s'est lancé,
on avait vraiment mal formulé, je pense, nos offres. On avait du mal au niveau des prix à se dire, bah oui, ce devis-là, il équivaut à tel budget, etc., etc. Et du coup, ça nous a, je pense, privé de pas mal de contrats. Mais c'est pas, comme je le disais juste avant, c'est pas un regret. Parce que bah, ça, malgré nos études de marché qu'on a réalisées, c'est très compliqué parce que dans notre domaine, sur les agences de marketing, c'est beaucoup par devis et il y a peu d'agences qui vous montrent en fait leurs tarifs. Et du coup, c'est pas un regret parce que, en fait, on est tombé sur ça. C'est-à-dire que c'était un échec, concrètement. On a perdu pas mal de contrats là-dessus. Mais au final, on s'est adapté. On est revenu plus fort avec des offres personnalisées. Et quand je dis différentes offres, c'est pas forcément de baisser les prix. C'est d'améliorer la prestation globale, de se dire que aujourd'hui, nous, on est très, très, comment dire, on est très, très réactif par rapport à ça. Le mode de facturation qu'on peut avoir, je vois qu'il y a notamment un message par rapport au mode de facturation. On facture tout simplement avec ça selon vraiment par rapport au devis. C'est-à-dire qu'on va écouter l'entreprise qui a quelque chose à nous dire, on va écouter sa problématique et derrière, on va venir répondre à cette problématique avec quelque chose de très précis, un cahier des charges très précis et vraiment une offre en particulier. Et je pense qu'on en reviendra un petit peu plus tard quand ça sera par rapport aux questions. Du coup, aujourd'hui, l'équipe actuelle d'Influence Up, elle est composée principalement du coup de François et moi. On travaille avec des prestataires externes, notamment sur certaines missions. Et on avait une stagiaire qui était avec nous récemment et qui aujourd'hui n'est plus au sein de l'agence. Et du coup, d'ailleurs, c'est ce que je disais en préambule avant qu'on commence la conférence. Nous allons lancer en fait des annonces de recrutement pour 2 postes en alternance. Donc, si jamais, je pense qu'on en discutera un peu plus tard, mais si jamais vous êtes intéressé par rapport à ces alternances, on pourra en discuter et vous pourrez nous envoyer un peu vos CV notamment. Donc, voilà pour la partie un peu sur notre équipe. Il y a un point qui est important, c'est nous, on essaye d'apprendre au plus les uns des autres. Le but avec notre équipe, que vous soyez stagiaire, alternant, employé, cofondateur, peu importe, le but c'est de se faire confiance, de se tirer vers le haut, d'être le plus honnête possible, d'accord? Et vraiment d'aller le plus loin possible dans cette collaboration. C'est un échange entre François et moi, c'est un échange entre le stagiaire et moi, et ça ne va pas que dans un seul sens. C'est-à-dire que, comme je le disais, moi, j'ai des choses à apprendre, j'ai des choses à justement enseigner à cette stagiaire, mais cette stagiaire a des choses à m'enseigner. Et moi, je vais donner mon avis avec une critique constructive sur son travail, et surtout, je lui demande, parce que c'est pas facile de le donner à son patron, je lui demande ce qu'elle pense de ce qu'on réalise à chaque fois. Parce que c'est comme ça qu'on va avancer. Et quand on parle de regard critique sur soi-même, il ne faut pas avoir peur en tant qu'entrepreneur, en tant que patron, d'accord? Toujours en ayant quand même la main ferme et en gardant bien sûr tout ça. Il ne faut pas avoir peur de demander à quelqu'un qui est, entre guillemets, qui est votre stagiaire, on va dire, bah, est-ce que j'ai bien fait? Et surtout, si ce stagiaire vous dit non, il ne faut pas le prendre pour soi. Et au contraire, c'est super intéressant parce qu'on va voir un autre avis, on va aller vraiment plus loin et derrière, c'est comme ça que la qualité du travail, nous, dans notre agence, sera meilleure et du coup, qu'on sera plus efficace. Et du coup, je touche du bois, l'agence se tourne bien à l'heure actuelle, malgré forcément la situation sanitaire. Donc ça, pour le coup, l'aventure Covid-19, c'est quelque chose de très spécifique parce que c'est quelque chose de complètement inédit. Pour vous situer un peu les choses, nous, le premier confinement a été vraiment très, très compliqué. À cette époque, on était uniquement que tous les deux, François et moi, et on avait notamment pas mal de restaurateurs en clientèle. Et il se trouve que du coup, ces restaurateurs ont dû stopper net, même si certains ont continué avec la livraison, mais
mais ça nous a coupé net sur beaucoup de choses. Et on était dans une très bonne dynamique et d'un coup, on s'est retrouvé un peu comme ça, à se dire mince, qu'est-ce qu'il arrive? Et ben, le lot de chaque entrepreneur, c'est vraiment de réagir à ça. De se dire, bon, il y a une situation critique. Concrètement, ce n'était pas de notre faute, hein, mais ça, c'est le cas pour tout le monde. Mais ok, maintenant, on a subi les préjudices. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est pour ça que le deuxième confinement, en fait, on était tout simplement bien plus préparés, on était au taquet, on avait préparé ça, on savait qu'il allait y avoir ce deuxième confinement. Et notamment, par exemple, sur les investissements en publicité, on s'est préparé à ça et on s'est dit, bon, maintenant, ok, il y a un autre confinement, mais on ne va pas le vivre comme le premier, on va réagir, on s'est préparé et maintenant, ça ne nous empêchera pas d'aller de l'avant. Alors ça, c'est théorique et dans la pratique, ça peut varier, bien sûr. Et notamment sur le fait que l'aventure Covid-19, il y a des risques et des opportunités. Les différents risques, c'est par exemple les restaurateurs qui ne peuvent pas travailler, les bars, etc. etc. Et surtout que beaucoup d'entreprises, elles n'ont plus le budget qu'elles avaient avant. Elles ont beaucoup moins de trésorerie. Maintenant, on s'est dit ça. Il y a ce risque, c'est un constat qui est concret. Mais bon, il y a aussi des opportunités. Et là, on parle vraiment de notre cœur de métier, du coup, qui est le digital. En fait, ok, on voit qu'il y a une prise de conscience des entreprises de se dire, en fait, le digital, c'est primordial. S'il arrive quelque chose comme le confinement, comme la situation sanitaire, comment on fait? Comment on communique? Comment on va de l'avant? Et en fait, toutes ces entreprises se sont rendues compte que le digital, c'est primordial. Que vous soyez un restaurant, un notaire, tellement d'exemples, c'est très très important. Et en opportunité aussi, forcément, on a vu l'explosion du marché du e-commerce. Et du coup, nous, on est allé démarcher, on a fait aussi de la publicité sur des personnes qui avaient ces marques, que ce soit des maillots de bain, que ce soit des jeans, que ce soit des produits high-tech, peu importe. En fait, il y avait vraiment une explosion de ce e-commerce et du coup, ça s'accompagnait généralement par de la communication sur les réseaux et par un investissement pub de leur part très important. Donc voilà ce qu'il faut retenir par rapport à ce Covid-19, par rapport vraiment personnellement à notre agence, c'est que forcément, on n'est jamais prêt pour quelque chose d'aussi inédit, mais derrière, il faut se dire, je peux rebondir et je peux me repréparer vraiment à quelque chose de nouveau et se dire, il faut rebondir quoi qu'il arrive. Et nous, on a de la chance dans les métiers du digital, c'est qu'on peut réaliser aussi du télétravail. Ça, aujourd'hui, il y a certains métiers qui ne peuvent pas vraiment. Nous, on est dans la capacité de le faire et d'ailleurs, on continue de le faire à l'heure actuelle. C'est quelque chose qui nous facilite vraiment la tâche. Et c'est pour ça que je dis que nous, par rapport à ça, on n'a pas eu de chance en termes de création d'entreprise parce qu'on a créé notre entreprise et que quelques mois plus tard, boum, il y a une situation sanitaire aussi importante, mais qu'au final, on n'est vraiment pas les plus à plaindre. Et même au contraire, nous, on a de la chance parce qu'on peut travailler en télétravail pour ça. Enfin, je pense, et c'est le point peut-être le plus important un peu de cette conférence, on a parlé de beaucoup de risques, beaucoup de contraintes, beaucoup de choses comme ça. Le but, c'est vraiment pas de vous faire peur, bien au contraire, c'est juste que vous ayez conscience de certaines choses. Mais derrière, avant de parler un peu des conseils pour les futurs entrepreneurs, il y a tellement d'avantages à devenir entrepreneur. Et ça, je pense que, bon, vous le savez, hein, mais je vais peut-être répéter des choses que vous savez déjà, mais déjà, quand on est jeune, ce qui est sûr, c'est qu'on a l'énergie, on a cette envie, cette passion qui nous guide, et c'est pour ça aussi que vous êtes là aujourd'hui, qui est particulièrement forte quand on est jeune, et c'est pour ça que c'est bien d'entreprendre à ce stade-là, on va dire, de notre vie. Notamment, comme je le disais, c'est un investissement émotionnel, c'est très demandant. Et en fait, quand on est jeune, on peut encaisser ça. On peut
y aller et foncer. Ensuite, on n'a pas de contraintes familiales. D'accord? Ce qui est sûr, c'est que j'ai beaucoup d'amis qui ont commencé en fait l'entrepreneuriat quand ils venaient de fonder une famille. Et c'est possible, mais c'est plus compliqué malgré tout. Hein. Aujourd'hui, quand vous avez des enfants, quand vous avez une famille et que vous avez des loyers à payer, que vous avez pas mal de contraintes par rapport à ça, notamment au niveau du timing, c'est pas si simple. C'est réalisable, mais pas simple. Et nous, quand on a créé l'entreprise, on s'est dit, c'est le moment en fait. Il n'y a rien qui m'en empêche. Du coup, c'est ces sacrifices un peu à faire, je pense qu'ils sont plus simples. Mais je pense que le point le plus important sur les avantages et même sur ça, c'est qu'en fait, on va travailler par passion. Et ça revient au premier point que je disais vraiment en introduction. En fait, on va donner du sens à ce qu'on réalise. Et ça, je pense sincèrement, c'est très cliché, hein, mais il n'y a rien de plus beau que ça. Parce que travailler par passion, travailler dans quelque chose que l'on aime, eh ben, on devient épanoui. On est épanoui. Moi personnellement, je suis épanoui dans ce que je fais. Quand je vais au travail, quand j'allume l'ordinateur, quand je suis sur mon téléphone en train de travailler, je suis content. Et en fait, les journées passent à une vitesse folle. Et aujourd'hui, si vous ne faites pas quelque chose par passion, autant aller dans un secteur classique, travailler en tant qu'employé avec les avantages que ça a aussi, les garanties. Mais vous irez un peu au travail, peut-être la boule au ventre ou en traînant des pieds. Alors que ça, je pense, c'est vraiment 90% des entrepreneurs. Alors, c'est un chiffre que je sors vraiment comme ça, mais je pense que c'est même plus. Hein. Je pense que ces entrepreneurs, et moi y compris, on travaille par passion. C'est quelque chose qui nous plaît, c'est quelque chose qu'on a envie d'explorer. Et du coup, il n'y a rien de plus satisfaisant que ça. Ce qui est sûr, c'est qu'en avantage, et c'est lié un peu à ça, du coup, on a vraiment une expérience folle qui se crée. Nous, en tant qu'agence, du coup, on travaille avec des cœurs de métier vachement différents, comme je le disais, des notaires, des restaurateurs, des boutiques d'e-commerce, beaucoup de choses, des avocats, quelqu'un dans le milieu du médical notamment. Il y a énormément de situations, énormément de clients, énormément de problématiques. Et en fait, on en ressort concrètement totalement grandi. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je ne me le souhaite pas, mais on ne sait jamais. Si dans quelques années, l'entreprise ne fonctionne plus autant qu'on le souhaiterait et qu'on soit dans l'obligation, on va dire, de changer quelque chose, je pourrais aller voir concrètement énormément d'entreprises et leur dire, alors ça j'ai fait, j'ai traité avec tel type de client, je connais cette problématique et ça peut paraître peut-être un peu prétentieux, mais du coup, ça vous donne un avantage. Vous n'êtes pas, si vous voulez, cantonné à un certain style. Et ça, c'est passionnant. Alors, c'est peut-être un peu plus lié au domaine de l'agence aussi, mais même en tant qu'entrepreneur, en fait, on fait plus que son métier. On fait son métier, mais derrière, on fait du marketing pour sa boîte. On fait des ressources humaines. On doit gérer des personnes, que ce soit des employés ou des collaborateurs ou des prestataires, quelque chose de très humain, très fort. On doit être commercial. Et il y a tant d'autres choses en fait. Donc du coup, ça nous apprend beaucoup de choses sur tout ce qui est professionnel et aussi sur nous-mêmes, sur comment on réagit, comment on se développe, comment on rebondit. Donc ça, c'est très important. Ensuite, forcément, créer son propre travail avec une idée novatrice si possible, hein, c'est très épanouissant. Et ensuite, ce qui est sûr, c'est qu'on est libre un peu, comme je le disais par rapport à la ville de Marseille, on est dans une certaine liberté. Liberté de travailler où on veut. Donc là, concrètement, je suis chez moi. Si j'avais envie de faire cette conférence dans un bureau de coworking, j'aurais pu. Si j'avais envie de le faire dans ma chambre, j'aurais pu. Si j'avais envie de le faire à notre bureau, j'aurais pu. Ça, c'est quand même une certaine liberté qui est très intéressante.
On peut travailler où on veut, on peut travailler quand on veut, c'est-à-dire que si demain, pour X ou Y raison, vous avez un plombier qui doit venir ici à 10h30 chez vous, bah, vous pouvez y assister, vous pouvez venir chez vous parce que vous êtes votre propre patron et derrière, continuer à travailler de la maison ou même travailler plus tard s'il le faut. Et ça, c'est une flexibilité qui est très intéressante parce que je sais qu'il y en a qui sont beaucoup plus productifs le matin, d'autres qui sont beaucoup plus productifs en fin de soirée. Donc, il y a beaucoup de choses. Moi, ça m'arrive des fois de me dire, bah, aujourd'hui, je sens que je me sens bien, je travaille toute la journée et même le soir. Certaines fois, il y a beaucoup de travail, mais le matin, j'ai un peu du mal. Donc, je commence peut-être un peu plus tard et au final, je travaille jusqu'à, par exemple, 22h30, je dis n'importe quoi. Mais cette flexibilité, elle est très intéressante et elle permet de faire beaucoup de choses. Donc ça, c'est bien et aussi de s'épanouir, parce qu'on revient toujours un peu à ce constat, l'épanouissement, d'être libre de ce qu'on fait et d'aimer ce qu'on fait. Du coup, sur les tips un peu pour les entrepreneurs, quand je préparais un peu la conférence, je me suis posé pas mal de questions sur ça. Quels sont les meilleurs conseils qu'on peut donner à un futur entrepreneur? Le premier qui m'est venu en tête, je pense, bah, c'est le fait de s'entourer des bonnes personnes. Pour moi, c'est primordial. S'entourer des bonnes personnes, ça vous permet d'avoir un cadre très fort, d'avoir des personnes qui sont positives, qui sont travailleuses, parce que le travail, c'est aujourd'hui la clé quand même de la réussite, avec des idées qui sont à l'écoute. Le fait d'avoir cet entourage, en fait, d'avoir ces bonnes personnes qui sont là, ça vous permet d'aller plus loin et tout simplement de faire le meilleur travail possible. Moi, par exemple, quand je veux recruter quelqu'un, j'ai envie que ce soit la meilleure personne possible. Et quand je dis personne, je ne parle pas forcément de capacité, je parle vraiment de personne. Parce que je sais que quelqu'un qui est dans ces critères-là va forcément s'améliorer et va nous permettre à nous, que ce soit en tant que personne ou en tant qu'agence, d'aller plus loin, comme je le disais, et vraiment d'avoir quelque chose de très constructif. Et du coup, par rapport à ça aussi, faire jouer son entourage. Ce qui est sûr, c'est que nous, quand on a créé notre agence, on a fait jouer vraiment notre entourage un maximum pour développer un peu la notoriété de ça, parce que quand on se lance, forcément, on part de zéro. Et du coup, le fait à droite à gauche de dire j'ai créé mon entreprise, regarde ce que tu en penses, est-ce que tu peux visiter mon site internet, dis-moi tes conseils, quel est ton avis, ça permet d'avoir quelque chose de très concret. Et nous, en fait, ça nous a permis, pour reprendre un peu notre exemple, d'avoir en fait un article dans le journal La Provence, donc qui est un journal local ici dans le sud-est de la France, d'avoir un article en fait sur le sujet des influenceurs, parce que à travers nos relations, on s'est fait connaître et justement, il y a une journaliste qui est venue nous interviewer sur un domaine précis qui est le marketing d'influence. Donc, s'entourer des bonnes personnes. Ensuite, je pense qu'il y a quand même le fait d'oser. Et ça revient un peu à la question, est-ce qu'on a besoin d'expérience pour entreprendre? Et pas forcément, parce que si vous osez, si vous allez avec ce courage, on parlait vraiment de courage, si vous avez ce courage-là, vous pouvez le faire. Et donc ça, c'est super intéressant. Donc n'hésitez pas franchement à oser et à tenter des choses. Ensuite, si on continue sur la liste des conseils, je pense qu'être prêt à chuter et de se dire que tout ne sera pas réussite, c'est important. D'accord? Quand on parlait de cette critique constructive qui vous permet en fait de vous relever, elle est très importante et il faut vraiment se dire je vais pas réussir tout ce que je fais. Je vais même d'ailleurs, c'est sûr et certain, avoir des échecs. Mais est-ce que j'abandonne? Non. Et aujourd'hui, toutes les success stories, et ça, je pense que vraiment, vous avez déjà, je pense, des exemples en tête et vous pouvez chercher sur Internet. Toutes les success stories, il y a une partie où en fait, on apprend que le fondateur ou le cofondateur de l'entreprise, en fait, il a échoué. Mais il ne s'est pas arrêté, il a compris son échec, il est allé plus loin. Peut-être qu'après, il a encore eu un autre échec, il a continué. Ça peut paraître cliché, hein. Ça peut faire un peu comme dans une morale de film, on va dire. Sauf que
la vérité, concrètement, c'est vrai. C'est important de savoir se relever, donc d'être conscient que tout ne sera pas tout rose. Ensuite, je vais pas m'étaler sur ça, mais faites quand même ce que vous faites, ce que vous réalisez en termes d'entrepreneuriat avec passion. D'accord? Donc ça revient un peu sur le point que je disais tout à l'heure. Débattez de vos idées, par exemple. Quand vous êtes avec des amis, quand vous êtes avec votre famille, peu importe, allez vous confronter. Vous avez une idée, vous ne savez pas forcément si c'est bien ou pas bien, il y a des études de marché, c'est très bien, il y a beaucoup de choses. Mais allez discuter avec des gens et en fait, cette discussion va vous permettre de vous rendre compte de beaucoup de choses. Est-ce que je suis dans le vrai? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Et puis, par ailleurs, en fait, tout simplement, vous allez défendre vos idées, et j'espère avec passion pour le coup. Et en fait, tout simplement, cette idée-là, ou ces idées-là que vous allez défendre, bah, c'est tout simplement le début de votre nouveau travail, le début du côté commercial de la chose. Sans vous en rendre compte, vous êtes déjà un commercial. Et ça, c'est incroyable parce qu'on ne s'en rend pas compte. Et moi-même, je m'en suis rendu compte du coup bien plus tard par rapport à ça. Mais quand j'en parlais à mes amis de ce projet avec mon associé François, bah, je défendais concrètement cette idée-là, ce projet-là. Et en fait, bah, j'étais déjà dans mon rôle d'entrepreneur, dans mon rôle de commercial. Donc, faites-le toujours avec passion. Forcément, recherchez toujours les aides existantes. Que ce soit les aides à la création. Je sais que notamment, alors je ne suis pas un expert par rapport à ça, nous, par exemple, on se fait aider par notre comptable qui gère vraiment toute cette partie-là. Mais nous, on n'avait pas accès à ça. Mais par exemple, vous avez l'ACRE, vous avez beaucoup de choses d'aide. Si vous êtes déjà un CDD ou un CDI, par exemple, et que derrière, vous souhaitez arrêter votre travail pour justement entreprendre, vous avez beaucoup d'aides qui vous permettent d'aller plus loin et surtout de pouvoir encaisser, comme je le disais, ces risques qui sont là. Là, par exemple, en ce moment, on en discutait juste avant, il y a des aides, notamment sur le recrutement d'alternants. Donc, toujours essayer d'être alerte à tout cela. Et si, comme moi, par exemple, vous n'êtes peut-être pas au courant de tout ça, on revient sur le point de l'entourage. Nous, on s'est entouré d'un expert comptable, et ça, de toute façon, ça sera obligatoire, bien sûr, mais quelqu'un en qui on a confiance et quelqu'un avec qui on échange régulièrement et qui, du coup, vraiment gère pour nous toute cette partie. Ensuite, je pense qu'il est important de se faire confiance, de ne pas se décourager. Et quand je dis se faire confiance, ce n'est pas forcément facile pour tout le monde. On est dans une période qui est compliquée, ça c'est sûr et certain, et on est à un âge aussi, quand on a 18, 20, 23, 25, où notre vie est en train de se construire. D'accord? Que ce soit notre vie professionnelle ou notre vie sentimentale, notre vie personnelle, peu importe. Il y a beaucoup d'obstacles, on grandit, on continue d'avoir pas mal d'opinions, pas mal de choses. Et c'est pas facile tout le temps, je pense, de se faire confiance. Certains y arrivent très facilement, d'autres c'est plus compliqué. Et le fait de se faire confiance permet d'avoir vraiment le courage d'oser. Et ça revient sur le point, un des points précédents. Du coup, vous allez être plus fort et surtout, vous pourrez aller plus loin. Et derrière, si vous n'avez pas forcément confiance en vous, et c'est tout à fait normal aussi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous êtes, et c'est pour ça qu'il y a toujours des connexions dans tout, en fait. Si vous ne faites pas confiance, mais que vous êtes entouré de bonnes personnes, que ce soit pour le projet pro ou pour votre vie en général, et en fait, vous allez vous rendre compte que ça va aller et que finalement, votre idée, elle n'est pas si bête. Que vous avez le courage, c'est juste que vous ne le saviez pas. Et que ces personnes-là vont vous pousser à aller plus loin, à ne pas vous décourager. Donc, c'est très important. Et je pense, pour finir un peu sur ce point, c'est très, 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 très important de raconter toujours une belle histoire. C'est un conseil qui peut paraître déroutant comme ça, où on se dit, ouais, de quoi il parle. Mais en fait, le storytelling, il est primordial. Quelle que soit votre
votre métier, quelle que soit votre idée, il faut lui ajouter une histoire. D'accord? Une histoire vraie, attention. Hein, ne pas inventer, on va dire, quelque chose. Mais que cette histoire, elle soit belle, elle soit sexy, elle soit intéressante. D'accord? Aujourd'hui, nous, quand on parle de notre métier, moi, j'essaye vraiment, et je ne suis pas certain d'y arriver, hein, honnêtement, mais j'essaye vraiment de la rendre le plus intéressant possible. Que ce soit pour notre agence, que ce soit personnellement, que ce soit pour nos services. Il faut que tout ce que vous fassiez, quand vous en parliez avec des amis, avec des investisseurs, avec peu importe, des prospects, bah, il faut que ça soit sexy, il faut que ça claque. Il faut que l'interlocuteur se dise « Ah ouais, ok, ça m'intéresse. Ça, c'est peut-être ce que je veux. Ça répond à ma problématique. Ok, cette histoire, ok, comment ils ont créé l'entreprise? Ouais, c'est intéressant. Ah ouais, ils ont vu telle personne. Ok, il y a eu cette connexion, c'est intéressant. Ok. Et bah, cette histoire, elle est super importante parce que derrière, c'est votre marketing et tout simplement, ce marketing-là va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes et surtout de faire adhérer ces personnes à votre projet, à votre entreprise, à votre idée, peu importe. Donc, moi, j'aimerais vraiment vous reposer la question, est-ce que vous êtes prêt à entreprendre? Parce que selon moi, il n'y a pas d'âge pour entreprendre et je pense que vous pouvez être dans le vrai si aujourd'hui vous osez et vous avez une idée très intéressante. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu quand même et que je pense qu'il y a quelques questions juste après. Et en tout cas, merci déjà pour votre écoute. Ça va bien, ça, mais t'as dernièrement ton environnement. Merci infiniment, Tony, pour votre intervention que j'ai trouvée extrêmement pertinente. J'ai effectivement un certain nombre de questions qui ont été posées, alors notamment par Maria, qui en avait beaucoup. Ouais. Elle revenait en fait notamment sur la difficulté, et elle est évidente, et je vous remercie d'ailleurs d'avoir amené le sujet tout à fait concret de la difficulté de lancer un business, quel qu'il soit, et du fait que on n'est pas rentable tout de suite. Voilà, Ouais. que ça, c'est une illusion. Et donc, il faut prendre un certain nombre de dispositions pour pouvoir se lancer. Et donc, Maria nous dit, quand on est indépendant, il est très difficile de refuser un client. Il faut parfois beaucoup de maturité professionnelle et d'assises pour se décider, et encore refuser avec élégance, parce qu'un client frustré fait plus de bruit qu'un client content. C'est sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, quand justement on a accepté un peu ce client, on avait quand même déjà cette impression de se dire, bah, en fait, je pense que ça va mal se passer. Et on est toujours le plus optimiste possible, mais on avait quand même je sais pas, cette impression de se dire, bah, est-ce que c'est très intéressant au final? Et ce qui est sûr, c'est qu'on ne pouvait pas se permettre, je pense, de refuser. Mais malgré tout, bien sûr, c'est refuser avec élégance, hein, c'est une base par rapport à ça. Mais malgré tout, je pense qu'on aurait dû refuser parce que, comme je le disais, les ressources les ressources du coup qu'on a mis sur ce client, bah, n'étaient pas au final intéressante pour nous et on aurait pu le mettre dans d'autres choses, que ce soit de la prospection, que ce soit la réalisation d'autres choses pour d'autres clients. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il faut être un peu conscient de cela. Et c'est vraiment pas facile. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez un client, alors pardon, j'ai pas forcément d'autres mots, mais un client très chiant, on va dire, par rapport à ça, mais que c'est un client quand même qui, derrière, a un investissement financier très important, ça, ce qui est sûr, c'est qu'on doit quand même s'adapter au plus possible. D'accord ? Mais une des caractéristiques fortes des startups, et je pense que c'est très à la mode en ce moment, bah, c'est de se dire qu'on est libre de certaines choses et on a envie de faire ça avec passion, comme je le disais. On a envie de travailler pour quelqu'un et de se dire, bah, j'ai envie que cette marque, je sais pas, avec cette marque de maillot de bain, par exemple, bah, elle cartonne parce que j'y crois
en cette marque, je crois en valeur de cette marque. Mon interlocuteur est quelqu'un de très sympathique, qui a envie d'aller de l'avant. Et en fait, c'est beaucoup plus motivant et gratifiant. Alors que un interlocuteur qui a un projet auquel on ne croit pas forcément et surtout qui est particulièrement désagréable, bah, vous allez faire le meilleur travail possible, certes, mais ça ne sera pas la même chose. Et nous, on s'en est rendu compte. Et bah, je pense que malgré tout, on essaye quand même de filtrer un peu tout ça. Même si aujourd'hui, je touche du bois, on a beaucoup de chance parce qu'on travaille avec des entreprises qui nous conviennent parfaitement et des interlocuteurs très sympathiques. Donc ce qui est sûr, c'est que voilà, il y a cette ambiguïté parfois un peu entre, bah oui, on est obligé de le prendre parce qu'il faut de l'argent et bah, est-ce qu'on en a besoin et est-ce qu'on a envie? Donc, c'est pas un sujet, je pense, où il y a de bonnes ou de mauvaises réponses et c'est pour ça que c'est super intéressant sur ça, quoi. Oui, d'autant que vous mettez quand même un point d'orgue à expliquer que ce qu'on gagne, en tout cas ce qu'on acquiert en étant indépendant, c'est cette liberté. Ouais. C'est pas pour la brader à petit prix en allant bosser pour des gens qu'on n'aime pas. Exactement. Alors, et juste pour rebondir là-dessus, c'est un point où on a eu pas mal de discord avec François notamment. Je sais que sur certains domaines, au début, c'est pour ça que c'est un de mes regrets, lui avait déjà cette vision en fait, on ne devrait pas accepter ce client. Et moi, j'étais plutôt dans le côté opposé en se disant, non, on y est quand même un peu obligé, franchement, non, on doit l'accepter. Et au final, bon, il se trouve qu'il n'y a pas forcément de j'ai raison, j'ai tort, hein, mais quand même, moi, j'ai un petit regret par rapport à ça, et c'est super intéressant parce qu'on avait 2 points de vue différents. Et au final, on s'est quand même rejoint sur ça. Et comme vous le disiez, cette liberté-là, on la garde maintenant et surtout, on va dire qu'on la chérit et elle est super importante, quoi. Parfait. Alors, Marianne nous demande également, actuellement ou au début, votre mode de facturation, c'est quoi? Vous faites un forfait pour une mission? Vous bossez à l'heure, à la journée? Alors, tout dépend en fait du type de mission. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle par exemple d'un site internet, on va établir un devis pour une mission. C'est-à-dire on va pas faire une facturation par heure comme le font certains. Nous, on a une facturation par mission pour des sites internet. Ensuite, pour la gestion des réseaux sociaux, par exemple, nous, on privilégie encore une fois un forfait par mois. D'accord? Avec au minimum des collaborations de 3 voire 6 mois. Parce que aujourd'hui, commencer à travailler pour un seul mois et que le client nous dit stop, c'est concrètement pas rentable pour nous. Et du coup, on essaye vraiment de négocier avec le client le fait d'une durée, parce que au plus la collaboration va être établie dans le temps, au plus déjà nous, on sera rassurés. Et ensuite, ça va être une collaboration saine et qui va être constructive. Par exemple, je reprenais mon exemple des Jardins du Cloître, donc qui était le restaurant qu'on a fait progresser. On a directement signé un contrat d'1 an. Et ça nous a permis d'être vraiment dans une position très agréable et surtout qui nous permet de travailler foncièrement et de ne pas être dans le rush il faut avoir des résultats d'un coup. Parce que c'est parfois le risque un peu. Donc du coup, sur la partie réseaux sociaux, on travaille avec des forfaits. Et par exemple, sur la partie du marketing d'influence, généralement, c'est des missions one-shot. C'est-à-dire qu'on a une marque de bijoux, par exemple, qui veut des influenceurs. On va réaliser cette mission. Il y aura le forfait, du coup, le tarif des différents influenceurs, nos honoraires là-dessus. Et derrière, c'est une collaboration qui aura lieu une fois. Alors, il arrive des fois qu'on signe pour cette partie, donc le marketing d'influence, des collaborations sur plusieurs mois qui sont donc étalées dans le temps. Mais généralement, c'est du one-shot. Donc, pour répondre plus précisément à la question, ça dépend vraiment du service. Et parfois, ça peut dépendre du client. Et nous, du coup, en fait, avant même de faire un devis, quand quelqu'un nous dit j'aimerais avoir un devis pour quelque chose, pour du community management par exemple, avant même de lui proposer notre gamme de prix, on va insister pour avoir la personne au téléphone ou pour la rencontrer, parce qu'on a besoin de cet échange pour comprendre les problématiques et pour se dire, en fait, cette problématique, elle nécessite ce produit. Et là, du coup, on doit mettre tant d'investissement. On a déjà des personnes
qui sont venus nous voir en nous disant, bah, en fait, moi, j'ai besoin Alors, c'était du référencement naturel, du SEO, donc sur Google, et aussi de la publicité, donc Google AdWords. Et en fait, on lui a dit, mais pour ton métier, c'est pas le plus intéressant. Nous, on peut le faire, on peut prendre de l'argent, il n'y a aucun souci. Mais nous, on te conseille de ne pas faire ça, de garder ton argent et d'aller sur quelque chose qui peut être plus intéressant financièrement, comme la publicité sur les réseaux sociaux. Et c'était notamment le cas pour une marque de maillot de bain. Je reviens souvent à cet exemple parce que je l'ai en tête, on travaille dessus actuellement. Mais elle me disait, ben ouais, en fait, j'aimerais bien faire du Google AdWords, sauf que Google AdWords avec Google Shopping, du coup, pour des maillots de bain, c'est pas très intéressant. Vous avez souvent les mastodontes qui sont déjà en première page, donc ça sert à rien derrière d'aller sur ce marché-là, on va dire. Alors que les réseaux sociaux, et notamment la pub sur Facebook et Instagram, c'était très efficace pour cet exemple précis. Et du coup, on l'a complètement orientée vers ça, alors qu'elle était venue nous voir tout simplement pour du Google AdWords ou du Google Shopping. Ah oui, mais c'est vous le spécialiste, donc c'est vous qui pouvez de manière stratégique réorienter le client, puisque lui, il a essentiellement un besoin. Parfois, il imagine des solutions, mais qui ne sont pas toujours les bonnes. Alors, Sébastien rebondissait sur cette question-ci, c'est que, et on le sait, ça peut surtout arriver au départ. Imaginons, vous vous lancez dans une mission, vous estimez mal le temps qu'il faut pour la réaliser, et du coup, si ça vous prend, c'est un peu l'image d'Épinal, mais si ça prend 2 à 3 fois plus de temps, comment vous faites en termes de facturation? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, avant d'établir ce devis, on en parle énormément au sein de l'équipe. Donc, que ce soit avec mon associé, que ce soit avec la stagiaire à l'époque, et même avec des prestataires externes, des collaborateurs avec qui on travaille de temps en temps. On leur demande souvent leurs avis, mais déjà, nous, en interne, on en discute forcément. Dès qu'on a une demande de devis, on en discute. Comme ça permet déjà d'avoir plusieurs opinions. Et quand on parlait des prix, on a généralement quand même, on va dire, une gamme de prix. Mais quand on en parle, notamment avec François, on ne se le dit pas d'abord. C'est-à-dire qu'on regarde de notre côté et ensuite on compare. Comme ça, il n'y a pas forcément d'influence. Hein. On compare ce qu'on avait imaginé en termes de stratégie et de prix. Et quand il se trouve que on a sous-estimé, par exemple, la quantité de travail, si on a signé quelque chose pour 3 mois, on va quand même aller jusqu'au bout de ces 3 mois. D'accord ? Mais, et c'est pour ça qu'on parlait de liberté tout à l'heure, le but, malgré tout, c'est quand même qu'on soit honnête et transparent avec notre client et qu'on lui dise concrètement, écoutez, on a peut-être sous-estimé la quantité de travail, donc on vous l'a fait pendant, par exemple, les 2 mois qui restent ou on vous l'a fait pendant un certain temps, mais si on doit continuer à collaborer à l'avenir ensemble, on devra quand même augmenter nos honoraires ou les investissements derrière parce qu'on estime que nous, on ne se retrouve pas tout simplement financièrement dans cet accord et on doit évoluer. Et souvent, en fait, on est surpris parce que ces personnes-là acceptent. Et c'est pour ça qu'on parlait de filtrer un peu la clientèle et de connaître vraiment au plus vos interlocuteurs. C'est que ça permet justement d'avoir cette flexibilité, cette honnêteté, cette transparence, de pouvoir dire à quelqu'un, écoutez, non, on a signé quelque chose, c'était notre erreur, on continue à travailler quand même malgré tout sur ça, mais est-ce qu'on peut revoir cet accord pour aller sur quelque chose de plus intéressant? Et du coup, ça nous permet d'évoluer si jamais le cas se présente. Parce que c'est toujours évidemment une zone de risque, la négociation avec le client, l'estimation du temps. Alors on essaye de faire beaucoup travailler nos étudiants là-dessus, mais voilà, prévoir les tâches à l'avance, prévoir combien de temps une tâche va me prendre, c'est un exercice compliqué. Alors on a Eléa qui nous pose une question qui est à mon avis assez fondamentale. Elle nous dit, est-ce qu'on peut être prêt à entreprendre mais pas assez mature? Est-ce que vous pourriez revenir sur ce concept de maturité que vous avez évoqué, qui est absolument sensible et tout à fait intelligent et pertinent, mais si vous pouviez apporter un peu plus de précision, je pense que ça serait utile à toutes et tous. Est-ce qu'on peut être prêt à entreprendre en étant immature? Ma réponse serait quand même oui. Maintenant, c'est compliqué en fait d'établir, je pense, une règle très générale sur l'immaturité. Parce que l'immaturité entre une personne A et une personne B peut être totalement différente. Et le seuil
où on se trouve, entre guillemets, immature ou mature, bah, ça peut évoluer. Et ce n'est pas quelque chose de fixe, quelque chose où il y a une règle très précise. Du coup, si on précise un peu sur l'immaturité, je pense que c'est lié avec des points que je disais. Être immature, c'est aussi ne pas être conscient de tout ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire des risques à prendre, du regard critique envers soi-même. Ça fait partie de ces choses-là, de se dire, bon, bah, ok, là j'ai cette tâche à faire, ouais, allez, je la ferai dans, je sais pas, dans 3-4 jours, alors que vous avez totalement le temps. Il y a beaucoup de paramètres. Et du coup, cette immaturité, elle va vous freiner, d'accord? Elle va vous freiner dans ce développement d'une agence, dans ce développement d'une société, dans votre développement personnel, mais elle va vous freiner, mais elle ne vous empêchera pas, malgré tout, d'entreprendre. Et c'est pour ça que, au final, quand on parle de la question plus globale de est-ce qu'il y a une âge pour entreprendre, bah non. On a des entrepreneurs qui ont lancé des startups à 17 ans, 18 ans. Ils étaient complètement immatures, mais malgré tout, ils ont réussi parce qu'ils avaient une idée, parce qu'ils avaient quand même malgré tout une envie. Et au final, cette immaturité, je pense qu'elle est concrètement, enfin, elle a disparu au fur et à mesure que l'entrepreneur travaille tout simplement sur ses idées, confronte avec d'autres personnes. Et petit à petit, si au début il était immature, avec ce processus d'évolution quand on entreprend, à la fin, il est complètement devenu mature et il sait comment développer son entreprise. Mais du coup, selon moi, et ça je pense que c'est vraiment un avis personnel, on peut entreprendre en étant immature, mais c'est beaucoup plus compliqué. Oui, au fond, l'immaturité, enfin la maturité plutôt, nous permet d'éviter des erreurs, alors que ce soit de recrutement, de management, de choix de clients également, de choix de mission. Mais, et je crois que c'est un point tout à fait fondamental, Anthony, que vous amenez, on essaye beaucoup de se rassurer sur nos capacités. Voilà, je veux construire une carrière, après je monterai ma boîte, après je serai indépendant. Et en fait, ce que vous nous rappelez, c'est que non, on peut se lancer tout à fait et que seule cette expérience d'entrepreneur nous permet d'acquérir de l'expérience en ce sens. Ouais. Super. On a également, et ça c'est un autre point qui me semble, une autre peur en tout cas importante, qui nous est amenée par Maël, qui nous dit est-ce qu'il est vraiment judicieux de demander à des contacts, des clients, leur avis sur un projet en développement et donc prendre le risque de se faire voler son idée? Quelle serait votre réponse? Alors, c'est une question qui est super intéressante parce que j'ai déjà des cas concrètement de connaissances et d'ailleurs de connaissances à travers l'agence, hein, des gens qui sont des prospects ou des clients actuellement de l'agence et qui nous racontent un peu leur histoire et qui nous disent en fait, moi j'avais cette idée de base et on est venu me la voler parce que j'en ai parlé à droite, à gauche, donc voilà. Je pense qu'il n'y a pas forcément de bonne situation par rapport à ça. C'est vraiment, comment dire, c'est vraiment essentiel pour certaines personnes de confronter ces idées. C'est primordial. Pour moi, quand je discute et que ça soit pour mon business ou pour un sujet lambda, que ce soit pour un film, une série, n'importe, j'ai besoin d'en parler, de confronter mon avis, mon opinion. C'est quelque chose je ne sais pas, je le ressens comme ça. Et du coup, pour ma personne, c'était primordial. Et du coup, précisément par rapport à cette question, je pense que bien sûr, il ne faut pas le crier haut et fort à n'importe qui. Et c'est pour ça que quand on parle de cette idée-là, il faut forcément en parler à des gens de confiance, d'accord? Des gens à qui on sait que ça n'arrivera pas. Maintenant, le risque zéro n'existe pas. Et concrètement, là aussi, ça peut être des amis intimes à vous qui vous trahissent et qui profitent de ça pour réaliser l'idée et vous doubler concrètement. Donc ça arrive, mais le risque zéro, donc pour moi, n'existe pas. Et ça, je pense que ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun. Et ce qui est sûr, c'est que si vous ne confrontez pas votre idée au préalable, vous allez quand même avoir un risque au lancement de votre entreprise d'être moins bien préparé à certaines situations.
Après, peut-être qu'au final, vous allez être gagnant parce que personne ne vous aura volé votre idée. Et certes, il y aura ce risque, mais peut-être ça se passera bien. Mais je pense vraiment pour moi que ça dépend ça dépend par rapport à chaque personne et à la sensibilité. Et moi, dans mon cas précis, je pense que je n'aurais pas pu me lancer sans confronter l'idée à mes amis, ma famille. C'est tout quoi, par rapport à ça. Ouais, c'est une peur qui est très répandue et je vous voyais sourire parce que c'est vrai qu'elle me fait sourire également. Moi, je prends le parti inverse. C'est qu'une idée, pour se l'approprier, il faut en parler au plus de monde possible pour qu'ils vous associent avec cette idée. Maintenant, il y a des exemples, ils sont très factuels. Il y a des pépinières qui ont été ouvertes par Amazon où un paquet de startups se sont retrouvés sur le tapis parce qu'Amazon leur a piqué en douce leurs idées et a développé, mais avec une puissance financière évidemment démesurée, leurs solutions. Donc, les deux cas de figure existent, mais effectivement, je vous rejoins, il faut quand même en parler, choisir à qui on en parle, mais développer ses idées, parce qu'on ne réussit pas seul. Alors, j'ai une question qui est posée par Enda, qui est très factuelle et qui me semble vraiment le premier pied à l'étrier quand on se lance, c'est quelle est votre méthode de prospection et comment on se fait connaître quand on débute? Quand on est quoi, pardon? Quand on débute. Ah, quand on débute. Alors, c'est pas facile. C'est pour ça, notamment, que nous, on s'est quand même assez préparé. Je le disais, le premier point, c'est l'entourage. Voilà. Vous lancez une activité, votre entourage. D'accord? C'est pour moi le B à bas, la première chose, c'est vraiment votre entourage. Parlez, votre famille, vos amis. Ah tiens, j'ai une connaissance avec qui j'ai déjà fait un travail à l'école par exemple. Je sais que maintenant sur LinkedIn, tiens, attends, il travaille chez Pernod Ricard par exemple. Ça peut être connexe avec mon activité, je vais lui en parler, prendre de ses nouvelles. Et c'est pour ça que avoir quand même, on va dire, pas mal de personnes avec qui vous restez en contact, c'est important déjà personnellement pour les amis notamment, mais ensuite d'un point de vue professionnel, c'est toujours très important. Ensuite, quand vous débutez, et c'est très concret, vous avez des besoins en communication. Comment résoudre ces besoins en communication? Vous passez par InfluenceUp ou par une autre agence de communication, ou en le faisant vous-même si vous avez ces compétences, bien sûr. Mais derrière, on est dans une ère du digital qui est fondamentale, d'accord? Et qui est fondamentale, qui est aujourd'hui concrètement le nerf de la guerre. Et c'est pour ça que quand vous avez une entreprise, vous devez être présent d'un point de vue digital. Et c'est d'ailleurs de la base de ce constat-là que nous, on a décidé aussi de créer notre agence, parce que c'est primordial, c'est vital. Quel que soit votre secteur d'activité, vous devez avoir un référencement sur Google intéressant. Vous devez avoir votre page Google My Business. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'espèce d'encart un peu sur Google quand vous tapez, par exemple, restaurant Marseille, restaurant Paris, et que vous avez les premiers résultats avec la carte. Donc, Google My Business. Vous devez avoir des réseaux sociaux, principalement Facebook et Instagram. D'accord? Vous devez avoir un compte LinkedIn personnel qui soit quand même un peu actif et surtout optimisé. Un compte actif, un compte LinkedIn où en fait on voit un profil, par exemple Anthony Ed, et on voit, je ne sais pas, qu'il y a des fautes d'orthographe, que le métier qui réalise est mal expliqué, ou peu importe, ça ne donne pas envie. D'accord? Il faut avoir tout ça. Et derrière, selon votre domaine d'activité, il faut prévoir un investissement en publicité. D'accord? Quand on parle d'investissement en publicité, c'est sur Google Ads, donc c'est sur Facebook Ads, donc qui gère Facebook et Instagram. Ça peut être sur d'autres cœurs d'activité. Ça peut être de contacter concrètement des journalistes. Donc nous on parle de La Provence ici, de pas mal de journaux notamment. Ça peut être aussi, on sait que la Chambre de commerce vend aussi certains fichiers d'entreprises pour faire de la prospection. D'accord? Et il y a aujourd'hui tellement de moyens, tout dépend de votre créativité, de votre, on va dire, de votre temps, du temps que vous êtes prêt à mettre par rapport à ça, de l'investissement que vous possédez. Et derrière, concrètement, vous pouvez très bien faire de la publicité gratuite. Vous allez taper, alors je ne garantis pas que ça fonctionne, mais tout simplement, vous allez taper à droite à gauche sur toute une rue en parlant de vos services pour savoir si ça peut intéresser les différentes entreprises ou les particuliers. Et voilà, il y a plein de possibilités. Nous, actuellement, par exemple, on a réalisé plusieurs campagnes de publicité sur les réseaux, plusieurs campagnes sur
sur Google Ads. Là, actuellement, on est en train de voir avec justement un journal pour une parution. On est en train de voir également avec un site internet qui référence les différentes agences tout simplement de communication et qui accueille en fait tout simplement beaucoup de projets et qui réoriente ces projets vers ces agences. Donc, il y a beaucoup de solutions. Ce qu'il faut voir par rapport à ça, c'est l'investissement financier et en termes de temps. Si vous n'avez pas le temps, d'accord, vous avez des entreprises qui peuvent faire ça pour vous. Si vous n'avez pas les compétences, des entreprises comme la nôtre qui peuvent réaliser, d'accord. Et si par contre vous avez le temps et les moyens financiers, vous pouvez faire beaucoup de choses par vous-même. Mais voilà, ça demande vraiment une prise de conscience et surtout de savoir où je place mes ressources. Donc, pour répondre à la question, il y a énormément de points, selon moi, pour, en fait, au début, communiquer et se faire connaître. Oui, en tout cas, l'importance de bien penser, lorsqu'on lance sa boîte, qu'il y a un budget communication ou un temps, en tout cas, une partie des ressources qui doit être allouée impérativement à ce chantier. Alors, Sharif nous demande si vous recrutez en CDI également. Visiblement, votre présentation l'a conquis. Alors, non, malheureusement, on ne recrute pas encore en CDI. Comme je le disais, on est dans une période où nous, on ne se rémunère toujours pas. Donc même si on a pris un petit peu en dividende en fin d'année, mais au final, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas encore financièrement, il faut être conscient de cela, possible pour nous. Et aujourd'hui, du coup, comme je le disais, on recrute plutôt en alternance parce que c'est quelque chose qui actuellement nous plaît et en plus, on a les aides de l'État, donc c'est particulièrement intéressant. Et moi, personnellement, le fait de former des jeunes à ce métier qui est le marketing digital, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement et notamment quand j'étais dans mes différents stages dans les startups, quand je l'expliquais au tout début de la conférence, quand je dis que je me projetais, c'est vraiment je me mettais à cette place et j'ai même d'ailleurs assisté à différents entretiens pour les stagiaires qui me suivaient parce que comme j'avais une relation forte, l'entrepreneur me demandait un peu son avis et me disait écoute, est-ce que tu veux être là à l'entretien, est-ce que tu veux lui poser des questions? Et moi, c'est quelque chose que j'adore, le fait d'interagir avec des personnes et ça m'a permis justement comment dire, d'assister à ces entretiens, d'y participer. Et voilà, bon, du coup, je me suis un peu éparpillé, mais pour répondre à la question, on recrute en alternance et pas en CDI actuellement. Super. Excusez-moi. Oui, bonsoir. Je me permets de rebondir sur la réponse que vous avez apportée à ma question, à savoir la méthodologie de prospection. Vous parlez justement de faire des campagnes payantes sur les réseaux ou autres. Mais du coup, quand on propose un service ou un produit dans une entreprise bien spécifique, on sait à peu près qui cibler, mais quand on est une agence justement ce qui est marketing et communication, finalement on peut accepter n'importe quel type de client. Du coup, dans ces campagnes, quels critères vous prenez en compte pour justement cibler? Ouais, c'est une question qu'on se pose régulièrement. Franchement, c'est une excellente question. Parce que, comme vous le disiez, si on est, je reprends toujours cet exemple parce que je l'ai en tête, une marque de maillot de bain, surtout que c'est des maillots de bain pour femmes, vous savez que vous ciblez des femmes et en plus avec les critères qu'on a aujourd'hui sur Facebook notamment, on peut cibler déjà des gens qui interagissent ou qui achètent, etc., etc. En tant qu'agent, c'est bien plus compliqué. Parce que, comme je disais, on a beaucoup de cœurs de métier qui sont là et qui sont potentiellement des prospects. Du coup, on essaye au mieux d'orienter ce message. Par exemple, concrètement, sur Facebook et Instagram, on va cibler, on va dire, plus sur de la notoriété. C'est-à-dire qu'on ne va pas cibler des prospects spécifiques, mais on va simplement montrer un peu à notre agence, montrer notre agence sur les réseaux sociaux avec ce qu'on peut proposer, d'accord? Mais ce n'est pas une campagne où la performance est souhaitée, c'est vraiment plus de la notoriété. Par contre, il y a d'autres solutions. Google Ads notamment, on parle des mots-clés spécifiques sur, par exemple, agence de communication Marseille, d'accord? Ça, on est sûr, en faisant de la publicité sur Google Ads, sur une requête comme ça, qu'on va montrer
notre entreprise, notre site internet à quelqu'un qui va être intéressé. Par contre, en contrepartie, ça coûte beaucoup plus cher parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence, parce que c'est beaucoup plus précis. Et là, à l'heure actuelle, par exemple, on a fini notre campagne de Google Ads notamment. Et comme je le disais, on s'oriente vers une autre type de communication, de prospection, à savoir le site internet en question qui justement lui regroupe toutes les demandes et les réoriente vers des entreprises. D'accord ? Et ensuite, l'autre point par rapport à ça, en tant qu'agence, nous, quand je parlais du relationnel, c'était vraiment quelque chose de très concret. D'accord ? Pour reprendre un exemple, à travers moi personnellement, un ami à mon père, d'accord, avec qui je discutais et que mon père m'a mis en contact avec lui, je lui ai expliqué que justement, nous, on avait tel ou tel service, est-ce que ça pouvait l'intéresser ou non? Il me disait, écoute, lui, c'est un patron, c'est un directeur commercial, pardon, d'un magazine d'immobilier à Annecy, d'accord? Pour son magazine, ça ne l'intéressait pas forcément. Par contre, il m'a dit, écoute, Anthony, moi, j'ai souvent des clients dans l'immobilier, d'accord, des promoteurs par exemple, qui viennent m'acheter de la publicité sur mon magazine. Et aujourd'hui, ils sont de plus en plus demandeurs sur les réseaux sociaux. Or, moi, quand ils viennent vers mon journal, nous, on ne fait pas ça. Et il se trouve qu'il y a une vraie demande. Et du coup, à travers ce relationnel, d'accord, à travers cette personne-là, on a créé un système où il est en quelque sorte un peu notre commercial. Et nous, on va du coup gérer avec ces promoteurs immobiliers pour effectuer leur communication sur les réseaux et leur publicité. Ce qui fait qu'on a de nouveaux clients grâce à cette relation. Alors bien sûr, comme il fait ce travail aussi de commercial, de mise en contact, nous on le rémunère, c'est-à-dire qu'on va lui partager 50% de la somme en question de nos honoraires par rapport à telle ou telle mission. Et derrière, ça nous permet, nous, sans avoir démarché une seule seconde, d'avoir un nouveau client. Donc, il y a beaucoup de solutions comme ça. Au final, même si votre cible est pas très précise, c'est pas une niche, c'est pas très spécifique, ça peut être beaucoup de choses. Au final, il y a tellement de solutions et ça fait que si on est un peu créatif et si on va chercher à droite à gauche, on trouvera les bonnes choses. Et avec cette relation, elle nous a mis en contact avec une autre agence de marketing, mais à l'ancienne, qui fait pas de réseaux sociaux. Et aujourd'hui, cette agence de marketing, grâce à elle, on a différents contrats avec des promoteurs immobiliers notamment. Donc voilà un peu par rapport à la question, mais c'est sûr que c'est pas facile et nous on s'est penché longuement sur ça parce que c'est très spécifique quand on est une agence de com de faire de la pub et comme on dit souvent aussi, c'est un peu le côté spécifique de notre travail, c'est qu'on est spécialiste dans ça. Mais pour nous, c'est beaucoup plus dur que pour nos clients, en fait, de le réaliser pour nous que pour nos clients. Parfait. Écoutez, je vais passer la main à Manon pour le mot de la fin. Anthony, merci pour vos réponses. Merci. En tout cas, Anthony, merci pour cette conférence. Ça a été super intéressant et je pense qu'on l'a vu même au niveau de l'interaction et des questions sur le chat. Ça a suscité beaucoup d'intérêt et même ça a soulevé quand même pas mal de questions pour des futurs projets dans nos têtes. En tout cas, maintenant, vous avez le contact de Anthony. Moi, je vais vous laisser dans la conversation les réseaux sociaux parce qu'il faut vraiment que vous alliez jeter un coup d'œil sur leur site internet qui est très bien fait et sur le thème de design, mais aussi des explications de la boîte. C'est un bel exemple d'une jeune start-up. Donc, en tout cas, merci à tous d'avoir été présents. Merci, Anthony, pour ton allocution et merci à toute l'équipe pédagogique de Paris 9 Campus de m'avoir permis de mettre en place cette conférence. Super, merci beaucoup à tous pour m'avoir écouté pendant ces quelques temps d'échange et j'espère que ça ne vous a pas trop ennuyé par rapport à tout ça. Voilà. Pas du tout, c'était passionnant. Merci infiniment, Anthony. Merci beaucoup. Bonne soirée, je vous souhaite une bonne soirée. Et n'hésitez pas, encore une fois, à nous envoyer vos CV à notre adresse mail parce que, comme je le disais, on va ouvrir notre campagne de recrutement. Merci à toutes et tous pour votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, bonne soirée.
Au revoir tout le monde.